Alors, normalement, on est en live. On vous laisse quelques secondes pour arriver dans la salle. J'ai une cinquantaine de personnes connectées, c'est super, en sachant que vous êtes aujourd'hui plus de 180 à vous être inscrits. Donc, on vous laisse quelques secondes supplémentaires. Il y a des noms qu'on connaît bien. Je pense aussi, Florent, tu vas reconnaître des, des pros côté Nouvelle-Aquitaine. Bon, bah super. Ben, je vous propose, on commence. Et puis voilà, si vous nous rejoignez en cours de route, vous aurez de toute façon toutes les infos qu'on va vous répéter au fur et à mesure de ce live. Déjà, bonjour et bienvenue à tous dans les nouveaux rendez-vous de Trajectoire Tourisme et de la Mona. Ces nouveaux rendez-vous qui s'appellent Chronique de Pro. Je suis Samantha Ambrosioni de Trajectoire Tourisme, l'organisme de formation pour les pros du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc moi, je suis Florent Guittard, je travaille à la MONA, qui est l'équivalent de Trajectoire Tourisme pour le réseau des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, si vous nous suivez depuis un moment maintenant, vous savez qu'on a l'habitude de vous proposer régulièrement des web-séminaires gratuits pour vous inspirer sur des sujets clés pour vos métiers touristiques. Aujourd'hui, en 2022, on a souhaité faire évoluer un petit peu la formule. Déjà, en termes de nombre de rendez-vous, cette année, on vous en propose moins. Vous aurez 4 rendez-vous dans l'année que vous voyez affichés à l'écran et qui commence aujourd'hui par le rendez-vous sur la coopération et la gouvernance partagée. Moins de rendez-vous, mais du coup, à une durée un petit peu plus longue sur les lives. On sera ensemble au maximum 1h30, donc jusqu'à midi au plus tard. On a souhaité rendre ces rendez-vous un petit peu plus longs pour nous permettre d'approfondir vraiment les sujets, de permettre plus d'échanges, vous faire aussi plus participer pendant ces lives. Et enfin, ce qui change avec Chronique de Pro, c'est que nous donnerons plus la parole à des professionnels et à des experts qui viendront aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, témoigner autour de cette table ronde. Pour résumer, du coup, des échanges, du concret, des partages d'expériences, sans langue de bois, en perspective dans ce Chronique de Pro. Mais avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, je vous fais un rapide point technique sur l'outil Livestorm. Dans un premier temps, donc j'espère que vous nous entendez et vous nous voyez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous reconnecter dès maintenant avec le même lien que vous avez utilisé et à vous reconnecter de préférence avec le navigateur Chrome. Pour ne pas être dérangé pendant ce live avec toutes les notifications du chat et des questions, vous pouvez désactiver dès maintenant ces sons avec la petite cloche qui se trouve dans l'onglet chat. Donc, c'est une petite cloche en haut à droite de votre écran. Je vous invite aussi à fermer toutes vos fenêtres, vos réseaux sociaux, vos messageries instantanées, Outlook, etc. Pour vraiment être connecté avec nous, parce que pendant 1h30, ça va se passer ici dans cette salle. Et parce qu'on va vous faire aussi beaucoup participer pendant cette heure et demie avec pas mal de sondages, des quiz qui vont commencer très rapidement. Donc voilà, on vous invite vraiment à être pleinement connecté avec nous aujourd'hui. Et enfin, et c'est vraiment important à retenir, si vous souhaitez poser des questions pendant ce live à nos différents invités, il faudra utiliser obligatoirement l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran, ce qui nous permettra de les traiter plus facilement. Donc vraiment l'onglet questions et pas dans le chat. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Je te laisse la parole, Florent, pour un premier sondage. Merci Samantha, bonjour à tous. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et vous allez répondre à ce sondage en allant sur le sondage en bas à droite. Alors, c'est anonyme, le sondage. C'est vraiment pour savoir aujourd'hui où nous en sommes.
c'est une réponse binaire. Un oui ou un non est attendu. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'analyse de ça. C'est pour qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on voit un petit peu là où nous en sommes, nous tous, là, avec les 70 participants. Je vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question. Pensez-vous qu'une organisation doit avoir un chef, un dirigeant, un responsable, un directeur pour mener à bien sa mission? Alors c'est au masculin, mais ça peut être une chef, une dirigeante, une responsable, une directrice pour mener à bien sa mission également. Alors normalement, voilà, vous devez bien voir le sondage qui s'est affiché et je vois que déjà les votes arrivent. C'est bon, tu les vois, Florent? Non, je ne les vois pas. Normalement, tu as une petite fenêtre qui te dit voir les résultats, afficher les résultats. Ouais. Ou alors il faut que tu Non, votes toi. c'est bon, c'est bon. Ok, 75 participants, 57 votes. Alors, s'il n'y a pas obligation, l'abstention est clairement autorisée, mais on peut peut-être essayer de faire monter un petit peu ça. Essayer de voir. 60 votes. Ok. Merci pour ça. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, nous sommes à 63% de oui et 37% de non. Donc, on a quasiment deux tiers des participants qui pensent que pour mener à bien ses missions, une organisation doit avoir un chef, un dirigeant, un responsable ou un directeur. C'est parfait. On va poursuivre le questionnement avec cette fois-ci plutôt une problématique individuelle. Il n'y aura pas d'analyse non plus de ce résultat, mais c'est essentiel pour que vous puissiez en fait vous donner votre propre définition de la coopération et de la gouvernance participative ou partagée. Voilà, on va vous laisser également 2 minutes pour noter sur un bout de papier, dans le chat, c'est encore mieux. Mais voilà, quels sont pour vous les mots-clés spécifiques en fait à la coopération et à la gouvernance partagée? On vous laisse quelques instants. Ça a vraiment pour but de vous permettre de rentrer dans ce web séminaire et puis de faire évoluer peut-être la définition ou les mots-clés que vous avez à la suite de ce temps passé ensemble. Alors, il y a déjà des mots qui arrivent dans le chat, c'est super. Mhm. On vous avait dit qu'on allait vous faire travailler hein, aujourd'hui. Merci de jouer le jeu. Alors, la question n'est pas forcément simple ou il peut y avoir tellement de choses derrière dans l'imaginaire de chacun ou dans la réalité de chacun. Donc, on vous laisse encore un petit moment, 1 minute, pour mettre au clair tout ça. Top. Ouais, faut qu'on récupère toute cette matière, Samantha. Ouais, non, c'est chouette. Je vais en lire 2, 3. Comme ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Alors, vraiment au hasard, hein. Alors, horizontalité, éco-responsabilité, co-construction, échange, collaboratif, communication. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Volonté commune. Donc, je vais bouger le curseur et je lis vraiment au hasard. Mutualisation, coopération, co-construction, écoute, construction, confiance, intelligence collective, ensemble. Voilà, quelques mots reviennent de temps en temps. Mais écoutez, c'est parfait. Euh, Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de voir ce qu'il y a derrière tous ces mots-là que vous avez en tête. C'est des mots qui étaient présents également dans le petit pitch en fait de, de- d'inscription pour créer cet événement. Euh,
On ne va pas définir chacun des mots, la responsabilité des salariés, on ne va pas parler de concepts spécifiquement comme l'holacratie. On va plutôt essayer de profiter de la présence de 3 personnes à nos côtés qui expérimentent, qui testent les choses, qui en tout cas ont un retour aujourd'hui sur la coopération et la gouvernance partagée. Donc on a la chance d'avoir des secteurs tourisme et hors tourisme, on a la chance d'avoir des femmes et des hommes, on a la chance d'avoir des projets qui sont plus anciens que d'autres et des autres plus neufs. Donc ça va être notre objectif aujourd'hui, qui est vraiment en fait de à la fois sensibiliser, ouvrir les esprits et qu'on s'ouvre collectivement les esprits sur le fait qu'il y ait d'autres formes d'organisation que les organisations plus classiques que l'on connaît ou qui sont plus visibles. Et puis de démontrer avec des cas concrets et spécifiques les bénéfices que peuvent avoir, que peut engendrer en fait un processus coopératif. Ton micro, Samantha. Nous sommes Ça en pouvait être direct. long comme ça. Du coup, je disais effectivement, pour vraiment, comme tu disais Florent, on a voulu, donner, la parole à, des professionnels qui expérimentent cette, coopération, autour d'un projet pendant ce live. Donc on a 3 personnes autour de cette table. Alors je vais les présenter dans l'ordre que j'ai mis sur cette slide. Donc, Stéphane Orsini, toi tu es, peut-être il y en a certains qui la reconnaîtront dans le chat. Tu es salarié au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et tu es leader de Trajectoire Tourisme. Alors en d'autres termes, en fait, c'est un petit peu tu es un peu la chef d'orchestre, pour le collectif Trajectoire Tourisme. Et pour rappeler, voilà, c'est un collectif qui a pour ambition de cultiver les compétences des professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes à travers des solutions de professionnalisation, des actions de formation. Ensuite, je me tourne vers toi, Aurélien, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, on leur donnera la parole très rapidement. Donc, Aurélien Clément, toi, tu es Limougeot, si je ne me trompe pas, hein, j'ai regardé ça sur, sur Wikipédia, donc tu es habitant de Limoges. Tu as travaillé au sein d'une association dans la rénovation thermique des logements et depuis 2 ans, tu es pleinement impliqué sur des projets autour du faire ensemble et de l'économie circulaire, notamment avec le projet Bâtiment 25 que tu nous expliqueras tout de suite après. Donc bonjour à toi Aurélien également. Et notre dernière invitée, c'est Emmanuel Bosque. Alors Emmanuel Bosque, toi, avant d'être dans le tourisme, tu étais dans le sport. Tu as notamment fait une partie de ta carrière en tant qu'entraîneur de ski nordique et on verra que ça a toute son importance dans ton quotidien. Et aujourd'hui, donc tu travailles au parc naturel régional du Vercors, sur un projet, à l'échelle, européenne, un dispositif qui s'appelle Espace Valléen. Et ce projet a pour but d'accompagner, le secteur du tourisme sur, notamment le changement climatique. Et donc tu travailles, sur ce projet dans le cadre, de la destination Vercors et notamment dans le cadre du collectif Inspiration Vercors. Eh ben, bonjour à tous les 3 et merci d'avoir répondu à notre appel. Je vais me tourner du coup, hop, on va vous remettre en grand, c'est plus sympa. Je me tourne vers toi Stéphane en premier pour une première question et puis pour te permettre que tu expliques en quelques mots c'est quoi le projet Trajectoire Tourisme et est-ce que tu peux nous dire, nous partager ta vision de la coopération au sein du collectif Trajectoire Tourisme? Ouais, déjà, bonjour à tous. Donc, avant de partager, voilà, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de la coopération, je vais juste, rappeler, ce que c'est Trajectoire Tourisme. Trajectoire Tourisme, c'est un collectif, de 8 structures, aujourd'hui, qui a été créé sous sa forme actuelle, en 2014. Certaines des structures membres du collectif sont, dans l'histoire depuis 2014 et puis d'autres nous ont rejoints, plus récemment. Donc je vais citer les structures, qui font partie du collectif. C'est toutes des structures situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a Un Tourisme, Cantal Destination, Drôme Tourisme, Ardèche Tourisme, la Fédération départementale des offices du tourisme de la Loire, la Fédération départementale des offices du tourisme de l'Isère, OT73 et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Donc ça, c'est un peu la forme, voilà, la structure du collectif Trajectoire Tourisme. Mais dit un peu autrement, le collectif aujourd'hui, c'est 17 personnes, donc 17 salariés des structures que je viens de citer, qui travaillent ensemble au sein de ce collectif Trajectoire Tourisme. Donc, c'est 17 personnes qui ont des temps consacrés à ce projet-là. Certaines sont à temps plein pour le projet et d'autres voilà, ont d'autres missions en parallèle au sein de leur structure. C'est donc 17 personnes qui ont des compétences différentes, qui ont des appétences différentes, qui ont des expériences différentes. Et en fait, le collectif, c'est tout ça, c'est l'ensemble de ces personnes. Donc, Trajectoire Tourisme, c'est à la fois le nom d'un projet et le nom du collectif. Et comme tu l'as dit, Samantha, en introduction, le collectif propose une offre de formation à destination des professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, donc des formations catalogues, des formations sur mesure, des rendez-vous de professionnalisation, etc. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui le collectif Trajectoire Tourisme. Et pourquoi on s'attache à cette notion de coopération au sein du collectif, c'est que je pense que du coup, la coopération, elle est vraiment inhérente à notre fonctionnement, puisque ces 8 structures doivent travailler ensemble. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre les différentes structures. Donc, naturellement, notre environnement a fait qu'on a dû trouver les moyens de travailler ensemble et que du coup, derrière ça, on imagine voilà, des postures liées à la coopération. On ne peut pas travailler sur un système pyramidal avec un organigramme, un chef ou des chefs qui vont décider ce qu'il faut faire et puis des personnes qui vont exécuter ce que ces personnes-là auront décidé. Voilà, dans notre organisation, c'est pas possible. Donc du coup, on doit s'organiser différemment, on doit s'organiser ensemble pour mener des actions, pour mener des projets. Et c'est en ça qu'on pense qu'on coopère au sein du collectif Trajectoire Tourisme. Et plus concrètement, pour expliquer un peu les actions sur lesquelles on travaille ensemble, quand on est un organisme de formation, on a plusieurs étapes à mettre ensemble. Et toutes ces étapes-là, elles sont conçues, elles sont réfléchies et elles sont déployées par l'ensemble des structures du collectif. Donc voilà, on doit travailler sur le recueil et l'analyse des besoins, on doit concevoir chaque année un catalogue de formation, on doit mettre en place des actions de communication, on doit écrire des articles, on doit communiquer et commercialiser cette offre. On doit aussi assurer toute la gestion administrative qui est indispensable pour un organisme de formation. Et ça, en fait, toutes ces actions-là, elles doivent être organisées au sein du collectif et réparties entre ces 17 personnes voilà, qui sont salariés de différentes structures. Et puis, il faut qu'on prenne des décisions ensemble. Et donc, c'est tout ça pour moi qui fait la coopération au sein du collectif Trajectoire Tourisme. OK. Merci pour, ces premières infos. On reviendra de toute façon, vers toi, tout à l'heure pour que tu nous expliques, concrètement au quotidien, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez mis en place, au sein de Trajectoire Tourisme pour, collaborer avec, toutes ces personnes. Aurélien, hop, je te mets devant tout le monde. Et alors Aurélien, tu n'es pas tout seul, tu as une très belle photo et qui montre, tout le collectif. Alors ils sont pas tous présents, hein, puisque, derrière le projet Bâtiment 25, il y a plus d'une cinquantaine, il y a à peu près une cinquantaine de personnes impliquées, dans ce projet de tiers-lieux. Alors je te laisse, peut-être expliquer, aux participants ce que c'est, le Bâtiment 25 et peut-être déjà nous dire, comment ça se passe de travailler avec autant de personnes de structures, très différentes? Oui, alors merci, bonjour à tous aussi. Donc, ravi d'être ici pour partager donc, cette belle expérience qui est Bâtiment 25 avec vous. Donc, Bâtiment 25, effectivement, tu as dit Samantha, c'est un projet de tiers-lieu. Aujourd'hui, l'espace n'est pas encore ouvert au public. C'est un projet qui a démarré en 2019, en juin 2019, du coup, à l'initiative de la mairie de Limoges. Et qui souhaitait pour donc un bâtiment de son ancienne caserne militaire, un bâtiment important de 2500 mètres carrés, donc proposer et créer un tiers-lieu. Donc ça, c'était un peu voilà, une initiative de la ville qui avait cette volonté sans trop savoir ce que c'était, mais voilà, ça cochait l'idée de tiers-lieu, cochait un certain nombre de cases, donc ça permet là aussi de parler avec vous de ce qu'est un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est un projet de territoire. C'est un projet qui vient rassembler des personnes qui d'habitude peut-être ne se côtoient pas. Et c'est pour ça que donc, dans ce projet Bâtiment 25, on va avoir des personnes qui sont
à la fois qui vont pouvoir être dans des ateliers, dans des bureaux, des espaces plutôt culturels, enfin voilà, un grand nombre et types de personnes qui vont se retrouver dans un même lieu, dans une unité de lieu, et du coup pouvoir interagir beaucoup plus facilement. Et c'est ça, on va dire, la force notamment de ce projet. Donc voilà un petit peu ça. Et effectivement, ça rassemble un grand nombre de personnes. Donc comment on fait pour travailler avec autant de personnes de manière horizontale, sans chef spécialement, c'est tout un défi, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a une association de préfiguration qui a été créée il y a un peu plus d'1 an pour porter cette initiative donc, de création de tiers-lieux. Et ça, cette association, elle s'articule notamment avec donc un bureau décisionnaire. Donc on n'a pas un président, un trésorier, comme on le voit beaucoup dans de nombreuses associations. Là, on a un bureau décisionnaire assez horizontal avec des personnes qui représentent un peu les différentes thématiques qui seront portées à l'intérieur du lieu. Et l'idée, c'est de prendre des décisions ensemble. Donc, au sein de cette association, il y a par exemple la mairie de Limoges, puisqu'elle est à l'initiative et partie prenante du projet, et on retrouve des entreprises, des associations, des individus pour mener à bien ce projet et ouvrir cet espace en début d'année prochaine. Normalement, c'est ce qui peut pour les grandes lignes. Donc voilà, donc comment on gère, on essaye de gérer avec pas mal de temps, de rencontres. Le bureau se réunit en moyenne une fois par mois, des fois un petit peu plus lorsqu'il y a des coups de bourre. Mais voilà, donc on essaye de faire en sorte que l'ensemble des projets soient à niveau et qu'après, il y a des projets qui grandissent chacun de leur côté aussi. Voilà, il y a un côté un petit peu cercle de fonctionnement qui rentre en ligne de compte et qu'ensemble, après, on prenne des décisions. Voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce beau projet. Merci Aurélien, et c'est vrai qu'on voit dans le secteur du tourisme que notamment les offices de tourisme s'impliquent aussi de plus en plus sur des projets de tiers-lieux. Donc ça nous semblait intéressant en tout cas d'avoir ton partage d'expérience, Aurélien, sur un projet de tiers-lieu. Notre dernier invité, donc, c'est Emmanuel Bosque. Hop, je te mets en avant devant tout le monde. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes, c'est quoi Inspiration Vercors? Et puis, même question que pour Stéphane et Aurélien. Toi, qu'est-ce que c'est ta vision de la coopération dans un secteur vraiment touristique? Oui, merci. Bonjour à chacune et chacun. Je vais essayer de témoigner d'une démarche à l'œuvre depuis 2005 sur le Vercors, un processus en tout cas qui est déjà un certain temps. Préciser aussi que moi, pour ma part, j'ai rejoint ce dispositif, cette démarche depuis l'automne 2018. Donc j'ai une vision des 5 dernières années qui est un petit peu plus marquée, mais j'ai aussi l'historique. Qu'est-ce que c'est Inspiration Vercors? C'est déjà là, c'est un peu la boule à facettes en boîte de nuit. Hein. C'est déjà une géographie, un espace et un territoire. C'est très important de le prendre en compte parce que c'est donc à l'échelle du Vercors, c'est 83 communes, c'est 8 intercommunalités, 2 départements, un parc naturel régional. Donc vous voyez, c'est une taille conséquente, c'est beaucoup d'acteurs. C'est un territoire qui est homogène géographiquement, qui est perçu comme tel par notre visiteur, mais c'est un territoire qui en interne a beaucoup d'expériences différentes, de nature différente dans son rapport au tourisme. Ça, c'est une première donnée. Inspiration Vercors, c'est aussi le résultat d'une réflexion, d'un besoin du territoire, avec beaucoup de questions qui sont posées très longtemps sur comment faire face aux nouveaux enjeux touristiques, climatiques, maintenant sanitaires. Et là-dedans, un peu comme des montagnards, hein, où la vertu de la solidarité doit primer, c'est que finalement, c'est de se dire que c'est en se regroupant et en s'unissant qu'on peut finalement avoir une vision collective, une stratégie collective, même la traduire en plan d'action, puis identifier ce qu'on peut faire soi-même là-dedans, ou ce qui est nécessaire qu'on puisse porter collectivement et mettre en œuvre collectivement à l'échelle du Vercors. Inspiration Vercors, c'est aussi, et là c'est peut-être plus connu, c'est une marque de destination.
qui est là pour refléter la réalité d'un territoire de vie qui est de vie à l'année en montagne, hein. C'est une marque qui s'appuie sur 4 valeurs, la protection, la liberté, la transmission, le ressourcement. Le but, forcément, c'est de développer, j'aime pas beaucoup ce mot, mais la notoriété de ce territoire. Et en interne, c'est d'arriver en fait à se fédérer autour d'une bannière commune et d'une démarche commune. Ça, c'est donc on est à la fois sur ces 2 versants-là. Inspiration Vercors, c'est aussi un collectif, c'est-à-dire ça qui regroupe des élus et des techniciens. Donc ça comprend 5 intercommunalités, 7 offices de tourisme, des services du parc, des représentants des 2 départements, à la fois sur des élus qui participent progressivement à la vision collective, à des prises de décision, parce qu'il faut prendre des décisions, et un certain nombre de techniciens, donc office, parc, département, les intercos. Là, on est sur de la mise en œuvre, mais également sur du partage de réflexion avec les élus, et aussi, voilà, on n'est pas que dans la mise en œuvre opérationnelle bête, il y a beaucoup de réflexions, je trouve très intéressantes, qui se font en œuvre avec les techniciens. Pour dire aussi qu'Inspiration Vercors, finalement, c'est un processus qui est long et évolutif d'organisation collective. On est passé par, au tout début, des ateliers de réflexion thématique, puis de la coopération, puis de la collaboration, des partenariats, du conventionnement, et finalement, une organisation touristique qui s'est mise en place progressivement. Donc, c'est ce processus long qui est intéressant aussi derrière. Et en ce moment, Inspiration Vercors, c'est aussi le lieu, en tout cas un lieu symbolique pour l'échange et la réflexion sur le tourisme dans le Vercors. Voilà. Et peut-être de manière très concrète, dans l'organisation que prend Inspiration Vercors, on a le parc qui désormais est en animation de cette démarche, avec particulièrement 3 personnes, dont je suis une des 3 personnes, sur une mise en œuvre, une stimulation, une animation de la dynamique. C'est un comité technique, en gros, d'une 15aine de personnes qui se voient 6 à 10 fois par an, qui travaillent beaucoup sur l'opérationnalité de cette démarche. Il s'appuie, ce comité technique, sur des groupes de travail thématiques qui alimentent sa réflexion aussi, et un certain nombre d'opérations. On a évidemment un comité de pilotage qui est composé donc plutôt d'une vocation politique, avec l'ensemble des partenaires politiques réunis autour de ce dispositif, et qui a vocation, voilà, à valider le travail sur une année, à identifier les budgets, à discuter de choses qui peuvent être une difficulté, de pouvoir trancher. Et puis enfin, dernière arrivée dans l'organisation depuis fin 2020, un groupe constitué des vice-présidents en charge du tourisme des 5 intercommunalités et du parc, et qui est arrivé, qui était un maillon, je trouve, vraiment intéressant, on verra plus tard, puisqu'il a amené une réflexion politique opérationnelle dans le projet. Et ça, c'était, je trouve, une réussite pour le coup, puisque le comité technique, un fait de techniciens, a pu avoir un appui, en tout cas une collaboration avec des élus de manière assez rapprochée, et ça a permis, je trouve, depuis en tout cas fin 2020, de prendre une nouvelle dimension sur ce projet. Voilà à peu près les éléments que je pouvais vous donner. Ah bah super, c'est vrai qu'on y reviendra sur, les différentes étapes, hein, je pense que les 3 projets qu'on vous présente aujourd'hui, vous êtes à des étapes différentes de structuration. Vous avez aussi rencontré des problématiques assez diverses, donc on reviendra sur, un petit peu comment est venu ce besoin de se structurer, comment vous structurez, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte, d'utiliser de plus en plus de coopération et la structuration type gouvernance partagée. Du coup, Florent, je te laisse la main pour, le petit point, théorie. Oui, alors je ne vais pas être trop long, puisque à la fois Stéphane, Emmanuel et Aurélien ont beaucoup de choses à dire, et on a pas mal de questions à leur poser. Moi, ce que je voudrais vraiment essayer de montrer, c'est déjà, est-ce que la présentation qui est faite là, des 3 projets colle avec les définitions que vous faites de la coopération et de la gouvernance partagée, et peut-être insister sur les mots-clés que vous avez utilisés, vous, dans le chat, et puis que nos 3 personnes ont invité, ont partagé, cette notion de faire ensemble.
Et peut-être que, du coup, je pourrais peut-être insister sur le fait que construire un projet durable ou créer une organisation nécessite en fait de penser, d'avoir une attention particulière en fait à se faire ensemble, à comment en fait tout ça s'organise entre des hommes, et que la gouvernance c'est peut-être la règle du jeu en fait de se faire ensemble, avec des moyens, des outils et des méthodes, mais derrière c'est vraiment se faire ensemble. Donc je vous ai mis une petite définition d'Hannah Arendt, qui est politologue et sociologue du début du XXe siècle. Je vous encourage à regarder un peu ce qu'elle écrit. Et elle disait que la notion de pouvoir, globalement, parce que c'est peut-être aussi ça qu'il y a derrière, en fait, c'est organiser l'espace entre les hommes. Donc voilà, on peut s'arrêter un petit peu là-dessus, et peut-être que nous, plus humblement ou plus, voilà, peut-être plus de manière plus pragmatique, on peut essayer de tenter une définition qui serait de dire que la gouvernance partagée ou coopérative, c'est comment nous pouvons définir ensemble des manières de s'organiser pour produire quelque chose de collectif, quelque chose collectivement. C'est ça tout l'enjeu de nos 3 projets, et peut-être c'est peut-être l'enjeu sur lequel vous êtes inscrit, parce que quand on anime un projet, quand on veut monter quelque chose, on se pose tout un tas de questions. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de questions que vous pouvez retrouver en suivant des ressources, notamment de l'Université du Nou, à qui j'ai piqué cette petite capture d'écran. Voilà, je vais en lister 2-3. Comment fonctionnons-nous dans les réunions? Comment allons-nous gérer nos conflits? Quel type de réunion pouvons-nous faire, avec qui et pourquoi? Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des questions qu'on se pose énormément. Et bien, réfléchir à tout ça, organiser tout ça, c'est peut-être ça en fait la définition de la coopération et de l'organisation. Je vais aussi vous présenter ça, parce que j'ai un ami formateur aussi qui fait une démonstration un peu plus synthétique de tout ça. Il invite en fait les gens, les personnes qu'il a en fait à réfléchir à la notion de complexe et de compliqué. Et donc je vais faire cet exercice-là rapidement avec vous, sans sondage ou participation au chat, mais vraiment pour vous. Vous allez m'indiquer dans les 2 photos que vous avez à droite, laquelle pour vous est complexe et laquelle pour vous est compliquée. Je vous laisse quelques instants pour essayer de voir en fait, selon vous, laquelle des 2 images serait pour vous compliquée et laquelle des 2 images serait pour vous complexe. Nous avons un plat de spaghettis et nous avons en fait un schéma de fonctionnement de moteur. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le schéma du moteur, en fait, ça paraît, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait donner comme définition, ou comme c'est que c'est compliqué. Ça paraît compliqué de regarder tout ça. C'est soumis en fait à tout un tas de choses qui s'imbriquent les unes avec les autres. Il y a en fait une mécanique derrière. On sait que le piston en haut à gauche a telle ou telle force durablement dans le temps, et que ça produit, son action produit ci, produit ça. Donc l'organisation est compliquée, mais finalement en fait on peut savoir ce qui se passe. C'est peut-être fluide en termes de compréhension, de mécanismes qu'il y a derrière et de la production qu'il va y avoir ensuite. En revanche, le plat de spaghettis en haut, ça serait plutôt quelque chose de complexe. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait essayer de définir cette différence. Complexe pourquoi? Parce que si on tire sur une spaghetti, finalement, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Contrairement à un piston en bas qui fonctionne, on sait ce qui va se passer. Donc, c'est cette différence-là. Et puis, si moi, j'ai cette recette et les mêmes ingrédients, et que Samantha est dans une autre cuisine et fait exactement cette même chose que moi, on va peut-être aboutir à 2 plats différents, 2 odeurs différentes, 2 goûts différents, 2 présentations différentes. Donc, c'est ça qui peut-être voilà, qu'on pourrait donner comme définition de complexe. Donc en fait, la coopération et la gouvernance participative
en fait, c'est tenter de répondre à cette complexité du monde. Et pourquoi c'est complexe? Parce que je vais juste peut-être un peu provoquer les choses, mais c'est qu'en fait, on est des hommes et des femmes qui travaillent ensemble et qui avons un projet ensemble, ou qui tentons un projet ensemble. Et en fait, nous, on est soumis à plein de choses. Nos émotions du jour, notre éducation, notre vision de tout ça. Donc, on parle souvent, en fait, dans les collectifs, du putain de facteur humain qui change à peu près tout. Contrairement à une machine, avec un processus et des choses comme ça, très calées, euh, la complexité d'une organisation ou d'un projet, eh ben, elle repose sur notre propre complexité à nous. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le penser et de s'organiser pour ça. Et je vais être très rapide parce que je pense que chacun des points que je vais évoquer là mériterait un web séminaire d'1 heure et demie également. Mais ce qu'on pourrait essayer de dire, c'est que la gouvernance participative ou partagée, pardon, elle est au service d'une raison d'être et d'une vision. Donc, je vous fais un petit schéma assez simple et j'espère que nos 3 intervenants clarifieront ça avec leur projet, illustreront ça avec leur projet. On pourrait avoir en fait une vision, un collectif travaille sa vision, travaille sa raison d'être, pardon, excusez-moi, en définissant par exemple Bâtiment 25, qu'est-ce que cette organisation, qu'est-ce que ce projet-là apporte à Limoges, apporte au monde. Donc c'est la raison d'être de cette organisation. Et puis derrière, comment en fait à travers cette raison d'être, cette organisation, ce collectif souhaite la réaliser, comment il souhaite la mettre en place à court terme, moyen terme et long terme. Donc ça, c'est la vision. On a la raison d'être de ce collectif, la vision sur laquelle, en fait, vers laquelle veut se diriger cette organisation ou ce collectif. Et bien la gouvernance participative, en fait, c'est le chemin entre les deux. C'est comment on s'organise pour réaliser, cette raison d'être et cette vision. Comment on s'organise, comment on se met en fonctionnement, qu'est-ce qu'on crée ensemble pour pouvoir faire notre raison d'être au service de la vision que l'on veut atteindre. Donc, à travers les 3 exemples qu'on va avoir, on va essayer de questionner tout ça. Et du coup, je vais directement me tourner vers Stéphane de Trajectoire Tourisme et te poser la question suivante, en fait, qu'est-ce qui était compliqué dans le projet Trajectoire Tourisme avant un processus de réorganisation? Oui, du coup, comme je l'ai dit en intro, hein, le collectif Trajectoire Tourisme, il existe depuis 2014 et depuis 2014, on a travaillé ensemble et on a fait plein de choses et on avait des résultats très positifs, etc. Mais on est arrivé il y a 2 ans de ça à un certain niveau de maturité du collectif qui nous a permis de prendre un peu de recul sur notre organisation et voilà, de voir ce qu'on voulait poursuivre, ce qu'on voulait changer. Et avant d'engager ce travail un peu formel de nouvelle organisation ou de réorganisation, on avait fait un atelier de travail spécifique avec l'ensemble des acteurs du collectif à l'époque. Donc là, c'était plutôt sur 2019 pour partager ensemble les forces du collectif, les faiblesses, ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins bien. Parce qu'en fait, ce qui me semble important à partager là, à ce moment-là du rendez-vous, c'est vraiment d'insister sur le pourquoi on fait les choses avant de s'engager tête baissée dans le comment. Et du coup, cette phase-là, pour nous, elle a été importante parce qu'elle a permis de partager et d'avoir vraiment des réflexions, des fois très profondes, sur le pourquoi ce collectif existait et pourquoi parfois il fonctionnait bien et pourquoi parfois il fonctionnait moins bien, avant de s'engager dans on va tout réorganiser et puis on va prendre un système, on va le caler sur notre organisation et hop, c'est parti, quoi. Donc en fait, cet atelier, il a mis en évidence 3 difficultés particulières et partagées. La première, c'était qu'il y avait beaucoup d'implicites dans notre collectif. En fait, le collectif, il a été créé en 2014, c'était l'histoire du projet. Et puis, on a tout de suite commencé à travailler ensemble, on savait ce qu'on avait à faire et donc tout le monde le faisait. Mais il y avait un gros flou, il y avait beaucoup d'implicites dans les engagements des uns et des autres, dans les responsabilités, dans qu'est-ce que ça voulait dire faire partie du collectif, qu'est-ce qu'on attendait les uns des autres. Et du coup,
on a identifié des risques par rapport à ça, puisque c'était un fonctionnement qui reposait beaucoup sur les bonnes habitudes, les bonnes volontés, l'expérience des uns et des autres. Donc le premier risque qu'on a posé, c'est, si les personnes partent, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'en fait, rien n'était formalisé, rien n'était explicité. Donc il y avait un risque qui était celui-là. Et puis, il y avait vraiment, une volonté forte des personnes de clarifier et d'expliciter un peu plus comment fonctionnait notre collectif. Donc la première difficulté, c'était vraiment autour de, cet implicite, de notre fonctionnement implicite. La deuxième difficulté au sein du collectif, c'est que parfois, alors pas toujours, hein, mais parfois on avait du mal à prendre des décisions. On mélangeait un peu, ce qui, relevait des décisions très opérationnelles de ce qui relevait des décisions, plus stratégiques. On avait à cœur de bien faire, donc on allait souvent, chercher un consensus. Voilà, on aurait aimé que tout le monde soit toujours d'accord sur toutes les décisions que le collectif avait à prendre. Mais quand on est, une quinzaine ou une vingtaine de personnes à travailler ensemble, en fait, la probabilité que tout le monde soit d'accord, sur une même question, elle est proche de 0. Et donc parfois, on a eu du mal à prendre des décisions ou on s'est empêché, de déployer des actions parce que, tout le monde n'était pas d'accord au moment où on avait à le faire. Et on a fait le constat que, voilà, tout le monde, c'était compliqué que tout le monde donne son avis sur tout, que c'était pas forcément pertinent, que, parfois on n'a pas d'expertise sur, un domaine. Donc voilà, est-ce que je dois donner mon avis sur tout? Je sais pas. Donc ça, c'est la deuxième difficulté, c'était vraiment nos prises de décision à l'échelle du collectif. Et la troisième difficulté qui est ressortie de ces ateliers-là, c'était, une espèce de dialectique entre la coopération, qu'on menait au quotidien et puis une certaine concurrence entre les différentes structures, du collectif et qui venait, principalement de notre modèle de rétribution. Puisqu'en fait, il y a plusieurs structures qui participent au projet et donc chaque structure est rétribuée à la fin de l'année pour, l'énergie qu'elle mettait dans le projet. Et cette rétribution qui était, avant, en gros, en tant que structure du collectif, plus j'accueillais de stagiaires en formation sur mon territoire, plus j'étais, rétribuée à la fin de l'année pour cette action-là. Et en fait, le biais de tout ça, c'était que, moi, à Lyon, j'avais tout intérêt à ce que les stagiaires viennent se former à Lyon, parce que j'étais rétribuée, sur cette valeur-là. Et donc du coup, on était aussi, au sein du collectif avec, quelque chose qui était pas toujours très clair et facile à gérer entre la nécessité de coopérer pour, travailler ensemble et mener, cette nécessité, voilà, de coopérer et de travailler ensemble pour mener un projet et en même temps une certaine compétition entre les différentes structures du collectif. Donc ça, c'est vraiment les difficultés qu'on avait posées et qu'on avait partagées, sur, 2019 et qui nous ont engagés dans ce que Florent a présenté, juste avant, une réflexion sur la raison d'être du collectif et vraiment clarifier, cette raison d'être, avec l'ensemble des structures et un projet stratégique, à 5 ans. Et une deuxième phase, du coup, voilà, une fois qu'on a clarifié, cette raison d'être, quelle organisation ou quelle nouvelle organisation on peut imaginer, pour le collectif Trajectoire Tourisme afin de mieux fonctionner ensemble. Donc voilà un peu la réflexion qu'on avait menée, sur les difficultés au sein du collectif. C'est bon. Hop. J'avais l'impression que la caméra de Stéphane était figée, mais je crois que c'est que de mon côté. Ah OK, j'ai eu un doute, du coup, Bon. j'ai vu une petite fenêtre apparaître. Je me tourne vers toi, Emmanuel, par rapport, du coup, à un peu l'historique de Inspiration Vercors. Au départ, vous travailliez essentiellement entre opérationnels, entre techniciens, et essentiellement sur des missions plutôt de promotion touristique, de communication. Et en préparant, ce websem, tu nous expliquais un petit peu que vous avez été rapidement confrontés, un décalage avec, les autres, parties prenantes du projet, notamment les acteurs politiques, les élus. Du coup, comment ça s'est passé? Tu nous as expliqué un petit peu au départ, comment ça s'est passé, cette intégration de ces acteurs-là, des élus, des présidents dans le collectif? Alors les acteurs politiques, les élus ont
toujours été présent, hein, dès le début de la réflexion à tous les niveaux, puisque c'est une démarche qui engage différents niveaux de territorialité sur un volet important de l'économie du territoire. Par contre, dans la manière dont il y a une évolution dans la relation au projet qui s'est faite avec les élus. Juste pour donner un élément de contexte, tu as parlé, Samantha, tout à l'heure du programme Espace Valléen, qui est un programme à l'échelle du Massif des Alpes, donc qui travaille avec une quarantaine de territoires actuellement sur voilà, la transition touristique par rapport notamment aux enjeux climatiques. Ce programme, on en est à sa troisième version maintenant, sur les années 2021-2027, et il a démarré ce programme à la fin des années 2000, hein, à partir de 2008-2009. C'est important, pourquoi je dis ça? C'est important puisque un certain nombre, ce dispositif-là, qui était une expérimentation et qui est maintenant s'est bien installé dans le massif des Alpes, en fait, il est venu questionner les territoires aussi sur la transition touristique, mais questionner pas que sur des plans d'action, mais sur des stratégies collectives. Et donc il y a eu un effet extérieur par ce programme extérieur qui est venu questionner des territoires et en gros, qu'est-ce que vous faites collectivement pour faire face aux enjeux? Donc c'est bien aussi de voir que la coopération, des fois, elle est aussi stimulée par pas qu'en interne, par des événements extérieurs ou des processus extérieurs qui obligent en fait à trouver des réponses et à se positionner. Et c'est dans ce contexte-là que donc le travail s'est fait et la démarche Inspiration Vercors, en fait, elle est partie d'une page blanche parce que il y a eu des processus de réflexion, des ateliers locaux qui ont mélangé des socioprofessionnels, des habitants, des élus. Et puis on a tout de suite vu la difficulté. Je vous ai dit comment était constitué le territoire tout à l'heure. Ben, c'est un empilage de territorialité. Il y a les communes, il y a les intercommunalités, il y a le parc, il y a les départements. Donc vous imaginez chacun avec leurs compétences, avec des visions différentes, parfois contradictoires, avec des besoins différents aussi, selon le niveau de développement touristique qui a été atteint par un secteur, selon les ingénieries qu'il a en interne ou qu'il n'a pas. Des fois, on s'est rendu compte qu'il y avait des doublons sur ce territoire qui se faisaient. Vous avez des histoires, des vécus aussi, des visions politiques qui peuvent être complémentaires, peuvent être opposées en apparence. Et il y a souvent en fait de la méconnaissance et de l'ignorance qui est à l'œuvre. Et très vite, les craintes, c'est-à-dire si je rentre dans une démarche collective, le sentiment que je peux perdre quelque chose sur quelque chose que j'ai construit sur mon territoire pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans peut-être. Et aussi une autre crainte, comment justifier à mes habitants, aux habitants de mon territoire, qu'on va faire des changements qui sont décidés avec des personnes hors de mon territoire, de mon secteur. Donc, il faut se mettre aussi à la place donc des élus, c'est pas évident. Donc là-dedans, c'est un peu les techniciens. Je pourrais tenter de dire, les techniciens, ils ont besoin d'avancer, de faire de l'opérationnel. Donc, sur cette page blanche, ils ont amené des choses qui ont été validées par les élus, hein, notamment. Mais je retrouve très bien ce qu'a dit Stéphane avant, ces zones de flou, ces imprécisions qui sont là et où il fallait demander aux élus de clarifier à ce moment-là. Donc, en fait, il a fallu demander aux politiques de développer sa vision collective du Vercors aussi. C'est pas que les techniciens qui pouvaient le faire. Les techniciens, ils ont certaines compétences, mais ils n'ont pas la compétence de la vision politique. Et ça, à un moment, il a fallu mettre les élus dans cette réflexion-là pour qu'ils puissent clarifier, cadrer un fonctionnement collectif entre élus pour être capable de faire de prises de décision stratégiques ou opérationnelles. Donc c'est un temps qui est forcément long parce que le temps des techniciens n'est pas le temps des élus. Mais c'est quelque chose qui se fait en provoquant des séminaires, en créant des groupes de travail entre élus, et particulièrement, donc je vous le disais tout à l'heure, ce groupe de travail des vice-présidents de tourisme, des intercos et du parc qui s'est constitué fin 2020, qui a été vraiment intéressant puisque pour préparer la candidature à la 3e génération du programme Espace Valléen, ils se sont mis autour de la table ensemble. Et voilà, la maturité était là, est arrivée. Les nouvelles élections de 2020 aussi ont amené d'autres personnes sur la scène politique sur le territoire. Et il y a eu une envie, voilà,
de maturité, de maturation qui est arrivée, et ils ont décidé de construire ensemble, en tout cas très formellement, de construire cette candidature du Vercors au programme Espace Valien pour les années 2021-2027. Voilà. Et c'était un temps, je veux dire, vraiment intéressant parce qu'il y a eu du partage, de la confrontation d'idées, de la prise de connaissance des difficultés de chacun, mais à la sortie, on est sorti sur une vision collective qu'on a défendue, sur un plan d'action, sur des mises en œuvre qu'on pouvait faire qui correspondaient à des besoins locaux, mais qui étaient toujours reliés à la stratégie collective, et sur des choses qu'on avait vocation à porter tous plus collectivement, par exemple, parce qu'on était sur des sujets, par exemple, plus transversaux. La question de la mobilité, par exemple, est une question très transversale dans le Vercors, et on se rend compte qu'il faut la travailler beaucoup plus collectivement. Donc, en fait, on s'est retrouvés avec des techniciens et des élus qui doivent chacun faire leur part d'apprentissage en ce projet, et les élus l'ont fait aussi. Elle est différente parce que leur fonction est différente et qu'ils ont un nombre de contraintes souvent que nous, techniciens, on ne voit pas. Mais l'enjeu du projet, c'était d'amener les élus dans cette réflexion, de montrer que les choses étaient possibles, d'animer des temps de travail avec eux, et pour que finalement ils se disent, mais il y a des sujets où il faut vraiment qu'on fasse les choses ensemble. Il y en a d'autres qu'on peut gérer personnellement sur notre territoire, on est capable de le faire, mais il y a des sujets qui sont trop importants, et en tout cas où on n'a pas la capacité à intervenir seul, on n'aura pas un effet levier suffisant. Donc c'est là-dedans justement que les élus ont pu rentrer, ils y sont depuis le début, mais la nature de leur relation, de leur rapport au projet a changé au fil du temps. Oui, d'où l'importance d'avoir, comme le disait Florent au départ, hein, une raison d'être, bien définie, une vision aussi, qui est partagée, et portée par tous les parties prenantes du collectif. C'est exactement ça, c'est pourquoi, en fait, pourquoi on fait ça. Et comme je le disais tout à l'heure, donc l'aspect extérieur du programme Espace Valien est arrivé, parce que le programme Espace Valien a posé de manière très cash la question, hein, ok, il y a un changement climatique qui est à l'œuvre, on voit déjà depuis 40 ans un certain nombre d'effets en montagne, ça s'accélère, et en gros, vous faites quoi? Vous avez envisagé de faire quoi et vous le feriez comment et comment vous organiseriez pour agir? Voilà. Ça, c'est des questions très concrètes. Et le tourisme, là-dedans, voilà, on voit la fragilité qu'il peut avoir dans ce contexte-là. Et il y a des choses donc, des prises de conscience que c'est collectivement qu'on va y arriver, beaucoup plus. Merci Emmanuel. Je me tourne à nouveau vers Aurélien. Hop. Aurélien, donc on va rentrer dans le très concret. Du coup, ça fait 2 ans que tu travailles sur le projet Bâtiment 25. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment les différentes étapes qui vous permettent aujourd'hui, en tout cas, d'amener vers une structuration plutôt participative? Oui. Bah, du coup, alors moi, je reconnais, je le retrouve beaucoup. Alors, c'est un projet moins mature que le projet de mes compagnons du jour. Donc là, mais il y a néanmoins des choses vraiment que je retrouve. Le côté territoire qui est aussi très lié à la notion de tiers-lieu. Et je retrouve aussi beaucoup ce que disait Stéphane sur le côté implicite en fait des valeurs et la nécessité à un moment donné de les structurer. Et je dirais d'avoir des personnes aussi du coup compétentes pour nous aider à les structurer, à mettre du coup ce que Laurent disait en avant, du coup le côté raison d'être, vision et moyens, et, voilà pour faire et qui donne du coup la gouvernance et qui émergera du coup pour nous aujourd'hui Association Bâtiment 25 vers la création de la SIC, donc Société Coopérative d'intérêt collectif Bâtiment 25. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc en termes de structuration, donc au départ, il y a eu, donc c'était un projet à l'initiative de la ville, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un projet donc qui a été donc avec une concertation publique, du coup, avec des acteurs extérieurs qui ont déjà constitué un tiers-lieu, qui ont déjà des compétences là-dedans, qui ont fait une étude de préfiguration et qui a donné lieu donc à des réunions d'acteurs du territoire, des réunions publiques en public,
et qui a du coup donné naissance à un collectif autour d'une envie de projet. Voilà. Et donc après, c'est vrai qu'après, il y a des envies, on va dire des thématiques qui sont ressorties et aussi voilà, des choses un peu implicites qui ont été plus ou moins actées. Mais c'est vrai que le temps faisant son œuvre, il y a du coup un groupe de départ qui était présent dès le début, qui progressivement a laissé sa place à un autre groupe. Et donc, il y a quand même une forme de passation également qui doit être, qui se fait. Et c'est pour ça que du coup, il y a nécessité donc à des moments de faire des temps forts, comme du coup le 30 novembre dernier. Donc là, à l'occasion de cette rencontre, on a pris la photo qui me sert de fond d'écran aujourd'hui. Et donc de faire des temps forts qui permettent de réunir du coup l'ensemble, on va dire, et inviter l'ensemble des parties prenantes qui souhaitent le devenir, du coup pour faire corps. Et c'est vrai que sur un projet, bon, qui est quand même, par contre, on va dire, avec différentes thématiques, donc assez large. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se retrouver intéressées par, je dirais, un atelier partagé, mais qui vont être moins intéressées, par exemple, pour un espace culturel. Mais néanmoins, pour avancer, il faut avoir, du coup, on va dire, une vision un peu globale de l'ensemble pour porter tout ça. Donc concrètement, aujourd'hui, on est sur le travail, justement, on envisage, donc, on a fait réaliser ce temps du 30 novembre pour faire corps, on va dire. Prochaines étapes, ça va être de travailler sur la raison d'être pour vraiment affirmer, de manière à avoir un dialogue, voilà, une communication commune à l'ensemble des intervenants et porteurs du projet, et du coup de travailler, voilà, comme on disait, sur la vision, sur les moyens, sur la gouvernance, tout ça. On réalise en parallèle de ça beaucoup de visites pour donner de l'appartenance. Voilà, il y a un lieu aujourd'hui qui n'est pas ouvert au public, mais qu'on peut visiter en attendant les travaux, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose de très concret pour du coup faire du coup que les personnes se projettent dans cet espace et du coup donne vie un petit peu à leurs idées dans cet espace-là. Voilà. D'ailleurs, vous aviez fait ce qu'on voit dans ton fond, derrière voilà. ton fond. Hein. Exactement. Donc ça, merci beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on a fait lors du 30 novembre. Donc ça, c'était extrêmement important pour nous. Donc là, lors de cette facilitation, donc la petite et grande histoire. Donc ça, c'était un moment très très fort pour le collectif. Donc c'est ce qui a permis que chacun vienne avec une date qui était dans la grande histoire important pour lui. Donc c'est-à-dire, par exemple, on va avoir, je ne sais pas moi, du coup, on retrouve la première date, il y en a le Big Bang. Bon, le Big Bang, effectivement, c'est la base de tout, on est d'accord, mais c'est du coup quelqu'un qui avait mis cette date parce que dans son imaginaire, c'était quelque chose d'important. Et voilà. Donc à travers ces dates, ce partage-là, chacun venait du coup avec une part de lui-même et du coup une part de ses valeurs, des choses qui sont vraiment très importantes pour lui. Et c'était vrai quelque chose que du coup, après, du coup, il y a vraiment une notion de partage et de savoir en fait qui était notre voisin. Parce que l'idée, c'était vraiment de rassembler des personnes qui, in fine, ne se connaissaient pas tant que ça, donc, ou ne se connaissaient pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que de faire un exercice comme ça de partage sur la grande histoire, quel est l'événement marquant pour vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait fort. Et la petite histoire en parallèle, donc la petite histoire, c'est la petite histoire du bâtiment 25. Et du coup, bâtiment 25, comment chacun est arrivé dans cette histoire de bâtiment 25. Moi, là, on voit la petite girafe ici. Bon, on a un lieu qui s'appelle la Girafe à Limoges. C'était dans cet espace-là que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé de ce projet Bâtiment 25. C'est comme ça que moi, personnellement, je suis arrivé dans ce projet. Et c'est vrai que ça donne du sens
parler de, bah oui, j'y suis rentré grâce à telle personne, à travers cet événement, ce genre de choses. Et c'est vraiment un exercice qui était vraiment très très chouette et qui permettait du coup un grand moment de partage et de faire sens du coup pour l'ensemble des personnes présentes. Donc ça, ce sont des exercices et c'est vrai que c'est du coup une chance et vraiment donc il faut des compétences, il faut des personnes qui maîtrisent du coup ces exercices pour nous amener du coup à avancer de telle façon. Parce que c'est vrai qu'il y a une question aussi, ça a été dit aussi par Stéphane à un moment donné, il y a aussi le côté de, bah oui, la volonté des fois ne suffit pas, il y a aussi voilà, le côté implicite qui était mentionné. Moi, à un moment donné, il faut l'écrire, de quelle façon. On souhaite faire des choses ensemble, mais est-ce que, voilà, est-ce que la prise de décision est importante? Voilà, c'est ce que je pouvais partager sur nos aventures. Merci Aurélien. Je réouvre le chat et l'onglet questions pour voir s'il y a à ce stade du live des questions pour nos invités. Alors, on a une question de Floriane pour toi Stéphane. Sous quel type de structure juridique a été créée Trajectoire Tourisme? Oui, la question est intéressante. En fait, Trajectoire Tourisme n'a pas d'existence administrative. Il n'y a pas de structure juridique derrière Trajectoire Tourisme. Trajectoire Tourisme, c'est un collectif de différentes structures et notre engagement aujourd'hui se traduit par la signature d'une convention que les structures avaient signée en 2014. Et là, il y a 3 semaines de ça, suite au travail en tout cas qu'on va vous présenter un petit peu aujourd'hui, on a écrit un nouveau document qui s'appelle une charte du collectif Trajectoire Tourisme et les 8 structures se sont engagées dans le projet via la signature de cette charte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de structure juridique. Une autre question de Hervé. Alors, il y aura un replay de ce live qui vous sera envoyé à l'issue de Chronique de Pro. Donc, soyez sans crainte. Et puis, on va aussi produire un article ressources pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas, là, il reste, voilà, on va prendre encore quelques secondes sur cette partie-là. Bien sûr, on reviendra à la fin du live si vous avez des questions en cours de route. Une question de Estelle. Concrètement, comment les décisions sont-elles arbitrées? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse. Peut-être qu'on va on va y revenir sur Stéphane. Ça peut faire une Ouais. bonne transition, en tout cas, sur Mm. comment ça fonctionne vraiment et comment on prend des décisions dans les différents collectifs et différents projets de nos invités. Et du coup, Ouais, je te laisse merci. la. Pardon, Samantha. Ouais, merci Estelle. Je crois que Estelle, tu fais partie du staff pour organiser tout ça parce que c'est pile poil la transition qui va bien. Tu dis qu'il n'y a pas de structuration, enfin voilà, de statut juridique en fait à Trajectoire Tourisme. Mais moi, je sais qu'il y a des cercles, des rôles et des attentes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui se passe et peut-être de tenter de répondre à cette question sur l'arbitrage et la notion de prise de décision? Comment ça se passe concrètement, Trajectoire Tourisme? Oui, effectivement, la prise de décision, elle va faire partie intégrante de notre réflexion, mais je ne vais pas commencer par ça. Du coup, par rapport à notre nouvelle organisation. Par rapport au constat que je vous ai partagé tout à l'heure, il est devenu assez évident pour tous les acteurs du collectif qu'on devait faire évoluer les règles du jeu du collectif, notre manière de fonctionner, et donc qu'il fallait faire évoluer notre gouvernance, cette gouvernance qui devait être partagée de fait entre les différentes structures du collectif. Et donc là, moi, j'ai engagé un travail un peu personnel de réflexion sur quels étaient les différents types de gouvernance partagée qu'il existait, avec la conviction qu'on n'était pas les seuls à avoir ce type de problématique, que cette notion d'implicite, de prise de décision au sein d'un groupe, on n'était pas les premiers à se confronter à ça.
Et donc, plutôt qu'essayer d'imaginer ce que des personnes certainement très intelligentes avaient expérimenté avant nous, je me suis plutôt attachée à essayer de voir quels étaient les types de gouvernance partagée qu'il existait. Donc, je suis allée voir du côté de la sociocratie, du côté de la gouvernance cellulaire, du côté de l'holacratie, etc. On a fait le choix, nous, de nous inspirer d'une gouvernance partagée qui s'appelle Holacracy, qui est une genre de boîte à outils qui aide à la coopération et qui donne en fait des règles du jeu qui vont être communes au sein d'un collectif, mais ça peut être aussi au sein d'une organisation, enfin au sein de tout ce qu'on a besoin. Et on s'est fait accompagner par 2 agences, Semawi et Evolve, qui sont vraiment spécialisées dans l'accompagnement des structures qui veulent développer ce type d'organisation. Et Florent, tu parlais de rôle, de cercle, etc. Et en fait, le rôle, c'est un des outils clés d'holacratie. Et le rôle, en fait, il a pour intérêt de travailler sur l'explicitation. Du coup, c'était une réponse aussi à notre souci d'un fonctionnement très implicite. Et en fait, le rôle, il va pouvoir expliciter toutes les activités qui sont utiles au sein de notre collectif. Et donc, on a eu un travail avec l'ensemble des acteurs pour essayer de décrire, d'expliciter tout ce que faisait le collectif. Et la manière qu'on a utilisée pour décrire ça, c'est qu'on a créé des rôles. Et en fait, pour chaque rôle, on lui a donné un nom. Chaque rôle doit aussi avoir une raison d'être, c'est-à-dire quel est l'objectif poursuivi par ce rôle, dans l'objectif de poursuivre et de traduire la raison d'être du collectif. Et il doit avoir des redevabilités, c'est-à-dire quelles sont les activités que ce rôle va offrir au collectif. Et donc, du coup, là, à l'écran, vous avez une représentation de la gouvernance de Trajectoire Tourisme avec les 2 outils qu'on utilise et qui sont inspirés d'Holacracy, que sont le rôle. Donc, tous les points, en fait, c'est un rôle. On a aujourd'hui plus d'une 60aine de rôles qui sont décrits au sein du collectif Trajectoire Tourisme. Et quand un rôle devenait un peu trop compliqué ou un peu trop complexe, en fait, ce rôle devient un cercle et le cercle comprend en lui-même plusieurs rôles. C'est une description en fait de quelque chose de plus complexe. Et ce qui est important dans l'organisation qu'on a, c'est que en fait, cette définition de rôle et de cercle, elle est indépendante des personnes. C'est-à-dire que là, on s'est attaché à décrire les activités qui étaient utiles pour le collectif, indépendamment de qui faisait quoi au sein du collectif. Et une fois qu'on a fait ce travail de design de notre organisation avec cet outil qui est le rôle, ensuite, chaque rôle est affecté à une ou plusieurs personnes. Et ça permet aussi de se décentrer un peu de la personne en tant que humain dans le collectif et le rôle qui est utile pour notre projet. Et donc, ça a été notre manière à nous, et c'est Holacracy qui nous a apporté ça, ça a été notre manière de rendre explicite toutes les activités du collectif, de designer toute l'organisation du collectif en rôle et en cercle. Ça nous a permis aussi de voir des fois des gros trous, parce qu'en fait, quand on parle d'implicite, des fois, on imagine que certaines personnes font ça ou certaines personnes fonctionnent de cette manière-là. Et le fait de rentrer dans cet exercice de décrire de manière très explicite ces rôles-là, on s'est aperçu qu'il y avait des fois des choses qui n'étaient pas claires, il y avait un peu des trous dans la raquette. Et ça permet aussi cette modalité de travail de se centrer vraiment sur des besoins réels et d'éviter en fait de faire trop d'hypothèses sur tout ce que le collectif pourrait potentiellement faire demain, mais qu'il ne fait pas aujourd'hui, et du coup de se recentrer vraiment sur ce qui était réel aujourd'hui pour le collectif. Pour vous donner un exemple de... Ouais. Vas-y, vas-y. Je voulais juste prendre de rôle sur quelque chose de très concret. Par exemple, au sein du collectif, on a un rôle qui s'appelle facturation. Et ce rôle facturation, en fait, il a une raison d'être qui est des prestataires payés et des clients facturés. Et les redevabilités, donc l'offre de service de ce rôle-là, il est de régler des factures, il est de faire et envoyer les avoirs aux clients et il est d'assurer le recouvrement des factures. Là, en fait, on s'en fiche quelque part de ce rôle, la facturation, mais c'était juste pour montrer que la manière dont sont décrits les rôles, c'est hyper concret et très explicite. Et la personne qui va avoir ce rôle de facturation, on sait très bien ce qu'elle va faire pour le collectif. Donc voilà, ça c'était intéressant. Et puis pour aller sur la question de la prise de décision, en fait, au sein du collectif, on a aussi adopté un type de réunion qui s'appelle des réunions de gouvernance.
et qui permettent de prendre des décisions ensemble sur l'évolution de notre organisation. Et ça, ce processus, il est décrit dans la Constitution Holacratie, on l'a repris dans notre charte de fonctionnement et elle nous dit exactement les différentes étapes du processus qu'il faut respecter pour amener des changements dans cette gouvernance. Parce qu'il ne s'agit pas que le rôle facturation change ses redevabilités comme ça, tout seul dans son coin. Et du coup, ce processus, il va nous aider et vérifier à ce que toutes les décisions qu'on prenne vont pas causer du tort à un endroit de l'organisation qu'on n'aurait pas forcément, identifié. Et effectivement, le nom, le logiciel là que vous voyez à l'écran, c'est Glassfrog. Donc c'est un logiciel voilà, spécialisé dans l'encodage et dans la description des rôles. Et le nom de l'organisme pour la mise en place des rôles, on a travaillé avec Semaoui, qui est basé à Grenoble, et Evolve, qui est basé à Paris. Super, merci Stéphane. On va mettre les noms directement dans la réponse, si possible. Du coup, petite question supplémentaire par rapport à Trajectoire Tourisme, même si j'essaie de faire hyper attention au timing, et du coup, vous aussi, s'il vous plaît. Je vais aller vite. Ouais, tu peux nous dire un petit mot sur peut-être une double question qui me donne vraiment envie de réagir sur ces notions de rôle et tout, qui sont décorrélées en fait des personnes, de tout ça. Comment les gens le vivent très rapidement, si tu as des petits retours là-dessus. Et puis, est-ce que tu peux nous dire aussi concrètement comment se répartit le chiffre d'affaires que vous faites par rapport à ces différentes structures? Voilà, c'est pour poursuivre un petit peu le côté factuel et concret de ce que vous faites. En fait, sur ce qu'on appelle nous l'affectation des rôles, hein, c'est de dire quelle personne va occuper tel rôle. On a fait cet exercice-là depuis le début de l'année et ça s'est passé assez naturellement et assez bien. Et le fait de bien décrire les rôles et ensuite de les confier à une personne, ça donne aussi la possibilité de dire à chaque personne, oui, je suis OK pour prendre ce rôle parce que j'ai le temps, j'ai les compétences. Et non, sur ce rôle-là, peut-être que je faisais des choses jusqu'à maintenant, mais la manière dont il est décrit, je ne peux plus l'assumer. Et ça amène beaucoup de clarté dans qui fait quoi au sein du collectif aujourd'hui et ça donne la possibilité à chaque structure et à chaque personne de prendre un rôle ou de ne pas prendre un rôle pour X raisons. Alors qu'avant cette clarification, tout le monde se sentait un peu obligé de tout faire dans le collectif parce que partie prenante du projet. Donc voilà, en tout cas, après on a une expérience relativement récente, hein, puisque c'est depuis fin d'année dernière et début d'année qu'on expérimente aussi ce nouveau système de gouvernance. Okay. Et oui, effectivement, une des questions qu'on avait identifiées aussi sur un peu les difficultés qu'on avait au sein du collectif, c'était la rétribution des différentes structures. Je vois que Marik avait mis des éléments, donc Marik de l'AFDOT-Isère qui fait partie du collectif. Trajectoire Tourisme n'a pas d'existence administrative en tant que collectif. En revanche, l'organisme de formation qui nous permet de travailler, il est porté par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et donc, concrètement, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui paye tous les prestataires de formation et c'est Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui encaisse tout le chiffre d'affaires généré par la participation de nos stagiaires. Et en fait, ce système-là, il ne peut pas s'en arrêter là, puisqu'en fait, il y a 8 structures qui travaillent pour le projet. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ne peut pas à lui seul récupérer en fait le bénéfice de ce projet-là. Et donc du coup, on s'est vraiment calqué sur cette organisation en rôle pour trouver un nouveau moyen de répartir le chiffre d'affaires moins les factures payées aux formateurs. Et on a identifié 3 critères. Le premier, c'est il y a un pourcentage de cette enveloppe-là qui est réparti entre les différentes structures en fonction du nombre d'heures de formation que j'ai organisées sur mon territoire. Et ça valorise les rôles d'accueil et d'organisation des formations sur les territoires. Il y a un deuxième critère qui va être un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires généré par les professionnels de mon territoire. Et là, ça va valoriser le fait que chaque structure du collectif va valoriser l'ensemble de l'offre de services de Trajectoire Tourisme au sein de son réseau et de son territoire. Et on a un troisième critère qui est un système de points. On affecte à chaque rôle du collectif, on lui affecte des points. Et plus ma structure a de rôles dans le collectif, plus je vais avoir de points
au final sur ce système de rétribution. Parce que ce que j'ai pas dit au départ, c'est que sur les 8 structures, en fait, le temps de travail va être différent entre les structures. Par exemple, au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on est 7 personnes à travailler sur le projet, alors qu'au sein d'Ardèche Tourisme, par exemple, il y a une personne qui est à mi-temps sur le projet. Donc, naturellement, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme va avoir des rôles, va avoir plus de rôles que d'autres structures dans le projet. Et le fait d'affecter des points par rôle, ça permet une répartition plus juste. Je suis rémunérée en fonction de l'énergie et du nombre de rôles que je vais mettre dans le projet. Et en fait, chaque année, le pourcentage de ces critères-là et le point affecté aux différents rôles, il est défini collectivement grâce à un processus de décision qui est décrit dans notre charte de fonctionnement, qui s'appelle le processus de décision intégrative, et qui permet d'assurer au collectif de pouvoir prendre des vraies décisions sur cette partie-là. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va tester aussi cette année, mais qui est très en lien avec notre organisation en rôle au sein du collectif aujourd'hui. Super, merci Stéphane. On se refait un web séminaire dans un an parce que c'est passionnant ce que vous faites et c'est riche en tout cas. Et merci pour ce témoignage et basé sous l'holacratie. Je vous invite à regarder en fait, ces différents modes de gouvernance, celui-ci en particulier sur les outils, les méthodes qui sont derrière cette façon de faire Ouais, ensemble. il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Oui, c'est pour ça. Et je vais poursuivre avec Emmanuel. Et je me dis qu'en fait, c'est compliqué tout ça, en fait, de travailler avec plein de structures, de travailler avec plein de gens différents, avec le facteur humain. Est-ce que ça aurait pas été plus simple, peut-être, même pour Stéphane ou pour Trajectoire Tourisme ou pour Inspiration Vercors, de faire une structure toute seule, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Oh là-dessus? ben si, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi? Euh, oui, c'est une question qui est importante parce que elle dit plusieurs choses, cette question. Des fois, quand on est dans des difficultés, on veut créer quelque chose de nouveau tout de suite comme ça. Des fois, ça peut être la fausse bonne idée. Euh, ou pas, voilà. Mais en tout cas, ça montre aussi qu'il y a des différences entre le projet de conviction et le projet pragmatique, en fait. C'est important. La question d'une seule structure, elle a été posée. En 2017, il y a même eu une étude de faisabilité qui a été faite par un accompagnement, par un bureau d'études, qui a identifié 3 types de scénarios, dont des choses assez abouties que j'ai pu voir en arrivant, qui étaient vraiment très travaillées, histoire de budget, de manière de fonctionner, de répartition technique, budgétaire, et donc voilà, de vraie faisabilité. C'est un travail très sérieux, très abouti, et là, mais qui n'a pas eu de suite, en fait, de suite dans le sens de créer une structure ad hoc. Voilà. Ça prouve que il faut faire attention quand on fait de la coopération, de ne pas aller plus vite que ce que les gens peuvent accepter. Sur les résultats de cette étude, des secteurs, des territoires étaient favorables à cet essai de créer une structure unique ou un peu hybride. D'autres ne tenaient pas à ce que ça se fasse. Et il faut pouvoir le respecter. En tout cas, on voit bien qu'il faut un ensemble de conditions pour qu'une proposition elle soit comprise, qu'elle soit acceptée et qu'elle puisse fonctionner derrière. C'est vraiment 3 étages, je pense, qui sont importantes. Et dans ce cas-là d'études qui a travaillé sur cette proposition de structure en fait à créer, qui permettait de fusionner un certain nombre de choses, ben, le contexte a été difficile parce que Inspiration Vercors est encore jeune, avait besoin de démontrer son efficacité. C'était une nouveauté de conception, de réflexion. On a vu tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer, de relation du politique à ce projet, qui était une page blanche à mettre en œuvre opérationnellement et à assumer politiquement aussi. C'est important. Donc il n'y avait pas assez de recul là-dessus. C'était une époque où aussi il y a le télescopage avec la fusion des intercommunalités, qui a été sur certains territoires des moments douloureux. Il y a aussi des expériences malheureuses de territoires qui ont testé cette solution-là de fusion, avec pas forcément des retours positifs.
Et puis, on était encore dans la phase à l'époque où il fallait faire la preuve que le projet Inspiration Vercors avait des effets pour le territoire. Et dans la démarche opérationnelle qui était à l'œuvre, hein, qui était dans les premières opérations, il n'y avait pas encore suffisamment d'effets sur le territoire parce qu'il y avait ce tâtonnement de fonctionnement à trouver, même dans le technique, dans l'opérationnel. Donc, on dit non à une structure, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se retrouve avec finalement une situation, et c'était une question importante parce que cette question, elle a obligé à reconsidérer la mission des équipes techniques qui étaient impliquées dans le projet Inspiration Vercors. Voilà. Par exemple, je suis membre d'un office du tourisme, hein, je suis directrice d'un office, ou avec mes collègues qui participent au projet. Comment, dans ma mission, ma fonction de directeur ou de directrice d'office, j'intègre le fait que je fais partie d'un projet plus grand? Ça, c'est des vraies questions parce que ça demande, c'est des questions sur les plans de charge, sur la disponibilité qu'on a pour travailler dans les groupes thématiques, dans le comité technique, dans des échanges avec les élus. Donc ça a obligé aussi finalement à se répartir le projet un peu plus à l'intérieur des équipes, où on trouvait en tout cas de créer des articulations plus fines entre les membres des équipes, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout comment on transmet ce projet en interne dans ma structure. Voilà. Donc comment ça se retranscrit dans ma fonction? Et ben là, on est un peu dans le tâtonnement, et bravo à Stéphane en tout cas et j'attends de voir en tout cas effectivement un retour d'expérience de ce que tu fais, parce qu'on est nous encore dans ces formes un petit peu d'implicite, de flou. On a de la chance d'avoir quand même des acteurs techniques et politiques là qui jouent le jeu, mais il faut que je serais tenté de dire, il faut que le projet soit au-delà des personnes et trouve finalement sa vitesse de croisière beaucoup plus fluide. Voilà. Ce que je Ouais, voulais dire, pardon. Vas-y, pardon, vas-y, pardon. Vas-y. ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, il n'y a pas eu de création de structure unique. Par contre, que je reviens souvent là-dessus, ce groupe des vice-présidents qui s'est constitué, en fait, il devient un des socles maintenant de la coopération, parce qu'il apporte en fait une assise et une légitimité politique accrue. Et en fait, ça conforte le travail des techniciens de la marque, ça donne une fluidité des prises de décision politiques et un climat de travail où il y a un rapprochement qui est en train de se vivre, un rapprochement opérationnel de l'élu et du technicien. Et en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de création de structure unique. Par contre, ça a obligé par réaction à trouver d'autres moyens pour avancer aussi. Voilà. Donc il y a un côté quand même positif qui est ressorti là-dedans. Quand on invitera Stéphane à nous refaire un retour, ben, on t'invitera aussi pour que tu nous dises comment ça a évolué. Donc, Ouais. t'inquiète pas. Merci, merci Emmanuel. Samantha, mon rôle à moi est de te laisser quelques minutes pour essayer de poser une dernière question aux trois participants, aux trois invités, pour qu'on essaie de terminer à l'heure et que ça nous laisse le temps Exactement. de faire un dernier petit tour. Bien sûr. Alors du coup, très rapidement, je vais vous demander à tous les 3, quels sont pour vous les ingrédients, peut-être les 3 ingrédients, qui vous semblent vraiment essentiels pour qu'un projet comme vos projets collectifs, en tout cas que la coopération, elle soit réussie et elle soit efficiente? Du coup, vraiment en quelques mots, je vais, te donner la parole Aurélien, à toi en premier. Je dirais, nous, après, donc, le projet a été fait donc, depuis 2 ans et quelques. Donc, j'ai envie de dire, l'ingrédient principal, ce serait de ne pas le faire en période de pandémie. Donc, avec le moins de visio possible. Voilà, donc ça, c'était un peu pour la petite blague, mais en même temps, c'est un poids très, très important quand on fait une AG constitutionnelle d'association et qu'elle est en visio et qu'on ne peut pas trinquer derrière à cette création, ça a un impact réel. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important et tout ça. Donc, ça, c'est vrai que le côté rencontre, faire collectif, faire corps, c'est pour ça que ça donnait lieu du coup à des nécessités. Mais donc voilà. Et puis, donc, je dirais faire avec l'existant. Donc, ça, c'est un peu en amont, je dirais même de la coopération et de travailler ensemble, c'est faire avec l'existant, faire avec les personnes du territoire,
faire avec ce qui existe déjà et faire aussi avec s'adapter aux méthodes de travail qui existent aussi. C'est-à-dire que la coopération, même si en fait on a des personnes autour de la table qui souhaitent aller vers, on va dire, plus d'horizontalité, ce genre de choses, il y a aussi le poids des habitudes, de fonctionnement et tout ça. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que ça nécessite d'être accompagné, ça rejoint ce que j'ai dit préalablement. Mais voilà, il y a toujours ce qu'on a dans la tête, mais il faut l'affronter à la réalité et aussi, je dirais, avec la force aussi du terrain. C'est-à-dire que c'est à la fois, des fois, redescendre un petit peu les pieds sur terre, mais aussi profiter aussi de tout ce qui existe et capitaliser sur les belles énergies qui existent déjà. Et voilà, il y en a toujours. Super. Merci. Merci Aurélien. C'est bon? Je t'ai pas coupé la parole, c'est bon. Non, du tout, je disais de rien, ça fait plaisir. Super. Stéphane, toi, voilà, les ingrédients vraiment qui te paraissent voilà, indispensables. Du coup, il y en a 2, mais on en a déjà parlé, donc je vais passer très vite. C'est la question du pourquoi avant de se lancer dans le comment. En fait, la coopération, c'est pas forcément une nécessité tout le temps pour tout, et du coup, vraiment se poser la question de ce pourquoi. Le deuxième ingrédient pour moi, c'est l'explicite. Voilà, c'est Elliot Jacks, qui est un théoricien des organisations, qui nous dit que la plus grande souffrance dans les entreprises, ce sont les attentes implicites entre les uns et les autres. Alors, sans parler de souffrance au sein du collectif aujourd'hui, mais en tout cas, le pouvoir de l'explicite, pour moi, il est vraiment énorme dans ce genre de réflexion et d'histoire. Et puis, le dernier, c'est la place qu'on peut donner à la formation et à l'accompagnement. Les comportements de coopération ne sont pas forcément naturels dans nos organisations et pour tout le monde. Et en fait, j'ai envie de dire que ça ne se fait pas sans effort. Il faut se former, il faut s'habituer à prendre des décisions de manière différente. Il faut apprendre à échanger en groupe de manière différente. Et donc, non seulement il faut laisser du temps à ce genre de démarche, mais aussi il faut penser à la formation et à l'accompagnement pour que ce type de fonctionnement ne devienne pas une souffrance, à l'inverse pour certaines personnes pour qui ce serait voilà, pas forcément naturel ou où l'histoire fait qu'on a tellement fonctionné différemment pendant des années qu'on ne peut pas non plus appuyer sur le bouton on-off pour changer de fonctionnement. Donc voilà. Merci Stéphane. Et Emmanuel, même question pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour que ça fonctionne au quotidien? Oui, en fait, je me relie un petit peu à mes premiers métiers qui étaient l'entraînement et forcément, pour moi, c'est la question du temps. Elle est évidente. Et là, sur ce projet sur lequel je travaille, il est capital parce qu'au vu de la taille géographique du nombre d'acteurs, on ne peut pas faire autrement que de prendre le temps de se connaître, pour pouvoir s'accorder et trouver des solutions. Donc pour moi, le temps, il est capital. La notion de l'effort, elle est importante parce que la coopération, ça se décrète pas. Ça demande une forme d'engagement et ça demande une dynamique. Même si on veut le faire, en fait, il faut arriver à avoir une dynamique dans le sens d'impulser, d'animer. Et ça, c'est un vrai effort. Ça demande aussi effectivement de l'apprendre, cet effort. Moi, ce qui me paraissait vraiment important, c'est travailler sur le pourquoi avant le comment. Souvent, on met du comment en premier et on va pas assez profondément sur la question du pourquoi et c'est qu'est-ce qu'on veut être avant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Pour moi, c'est franchement un petit peu la base. Je mettrais quelque chose sur la notion du sens et de l'exigence. Pour moi, c'est plus facile de coopérer, enfin en tout cas pour ma vision, lorsqu'on perçoit une exigence qui est liée au sens. Et c'est intimement lié au pourquoi. Mais voilà, sens et exigence, je pense que ça permet de tirer vers le haut, ou en tout cas d'attirer un petit peu plus. La notion de progressivité, ni trop dur, ni trop facile, et elle est très importante, toujours mettre le curseur en fait sur des points d'équilibre qui permettent juste de faire des petites bascules juste comme il faut. Et ça c'est franchement, je trouve difficile à doser parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans le sport ici. On est sur un univers économique et politique et autres. Et puis vraiment, la base, c'est qu'on travaille avec de l'humain et qu'il faut créer un cadre où on se sent où chacun se sent protégé, c'est-à-dire faut qu'il y ait de la bienveillance, faut éviter le jugement.
faut qu'on puisse être soi-même, c'est-à-dire que je puisse oser aussi faire des choses là-dedans. Donc ça me paraît très important. Et ce cadre aussi avec l'humain, c'est en fait que la valeur puisse se créer autour, c'est-à-dire que les notions d'insister sur les partages, les retours d'expérience, sur des confrontations qui sont saines en fait, parce que la confrontation, elle est pas négative, elle peut être extrêmement saine, mais il faut pouvoir la rendre possible, voilà. Et puis la dernière chose peut-être pour conclure, c'est il faut des réalisations et des résultats. Sinon les gens, c'est difficile. Donc voilà. Très bien, merci. En tout cas, ce que montrent vos 3 témoignages, c'est qu'aussi il n'y a pas un seul, modèle, d'organisation partagée, de gouvernance partagée, et je pense qu'effectivement, même si 1 heure et demie, on a pu partager, pas mal de choses, hein, je vous invite, si, vous avez envie de poursuivre sur ce sujet, à contacter aussi, nos 3 invités, que ce soit Stéphane pour Trajectoire Tourisme, Emmanuel pour Inspiration Vercors et Aurélien pour Bâtiment 25. Si vous voulez, voilà, poursuivre, c'est sûr que c'était, ce live, c'était vraiment pour vous donner un peu d'inspiration, des partages d'expériences. Du coup, on arrive, hop, à la fin de ce live, et du coup, juste avant que vous vous déconnectiez, on va vous poser une dernière question, un petit sondage pour savoir, prendre la température après, ce premier rendez-vous Chronique de Pro. Qu'est-ce que vous retenez à l'issue de ce live? Est-ce que vous êtes, un peu perdu, encore perdu sur ces notions de coopération? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, mais pour vous, c'est impossible à imaginer, dans votre quotidien pro? Ça vous a inspiré, vous avez envie d'aller plus loin, ou vous êtes déjà à fond? Pour vous lancer, donc voilà, quelques secondes pour répondre à ce sondage. Hop, et puis je vous remets les prochains lives de Chronique de Pro. Donc, on parlera en mai de la RSE et du tourisme, encore un sujet vraiment d'actualité dans nos organisations touristiques. En tout cas, je vous remercie à tous les 3 d'avoir partagé les coulisses de vos organisations. Je vous remercie vraiment les 80 participants et ceux qui vont suivre ce live en replay pour nous avoir suivis pour ce premier rendez-vous. C'était une première pour Chronique de Pro, donc vous allez recevoir par mail un questionnaire de satisfaction. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours à chaud pour voir voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, puisque derrière, ça va nous permettre d'adapter les prochains rendez-vous. En tout cas, on vous remercie. Merci Florent aussi pour la co-animation. Merci et puis à rendez-vous. toi. Merci à tout le monde. Et puis, il y a 67% des gens que ça a inspiré et qui ont envie de creuser. Donc, on n'a pas balayé tout le sujet, mais on a inspiré et c'était notre objectif. Donc, exactement. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.